Hôpital ultramoderne de référence et à vocation internationale, le CHIC, entendez, le Centre hospitalier international de Calavi, sera bientôt inauguré. C'est le plat de résistance au menu de cette émission. Autre sujet à aborder, les heures de fermeture des nouveaux marchés qui ont été revus, le voyage de Diomaye Faye en France où il a rencontré son homologue, le président Emmanuel Macron. Et en fin d'émission, un hommage spécial sera rendu au professeur Euseb Alikhonou qui a tiré sa révérence au cours de la semaine écoulée. Mes invités de ce dimanche soir, Émeric Joël Alagbé, directeur de publication du quotidien L'Emblème du Jour. Émeric Joël Alagbé, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Merci pour l'invitation et merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Un DP peut en cacher un autre. Kamaroudine Arekpa, directeur de publication du quotidien Le Révélateur du Jour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Lémec. Et ravi d'être avec vous. C'est mon baptême de feu, on va le dire ici. Donc, merci pour l'honneur. Bienvenue au club. Et l'homme qu'on voit par ici, par saison, Médis Agbenko, journaliste chroniqueur politique. Médis, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir aux téléspectateurs. Et pour planter le décor qu'ont relayé les canards parus au cours de la semaine, la réponse, c'est dans la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. C'est désormais une question de semaine pour que s'ouvre à toute l'Afrique de l'Ouest le plus moderne centre de santé, le mieux équipé du Bénin, avec une technologie de pointe, le CHIC. Hôpital qui allie technologie, modernité, compétences et expertise de haut niveau pour soigner les pathologies les plus complexes, recevra son premier patient avant la fin de l'année. Nous envisageons son ouverture pour le 4e trimestre de cette année, a indiqué Benjamin Mpati au terme d'une visite dans les locaux de l'hôpital, suivie par le quotidien de service public et bien d'autres médias. De la place, le ministre de la Santé et certains de ses collaborateurs, aux côtés du porte-parole du gouvernement et du coordonnateur local de Assistance publique hôpitaux de Paris International, ont parcouru tous les compartiments du centre. Réception provisoire, fin juin 2024, précise encore le matinal. Le centre hospitalier international de Calavi, qui était jadis un chantier, est aujourd'hui un hôpital. Les travaux sont terminés et nous espérons la réception provisoire à la fin de ce mois de juin 2024. C'est satisfait Benjamin Mpati, ministre de la Santé, pour ce défi relevé 4 années après le premier coup de pioche de lancement des travaux de construction du CHIC. 1028 employés, toutes catégories confondues, sont attendus au service dans cet hôpital, pointe la nation qui, pour soigner les malades, qui pour gérer l'administration hospitalière, qui pour s'occuper de la technique et autres travaux connexes, ouverts à tout le monde, mais il ne prendra en charge a priori que les pathologies pour lesquelles les hôpitaux sur place n'auront pas réussi à endiguer adéquatement, a expliqué le ministre Benjamin Mpati. La naissance de cet hôpital arrive avec la mort du marché d'Antokpa. Ce dernier va disparaître d'ici peu, comme l'a annoncé la presse béninoise toute cette semaine. Invitée sur l'entretien grand format de BIP Radio, la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des marchés, ANAGEM, a donné des détails sur l'ouverture des autres marchés urbains après l'inauguration de celui de Kadiaoum. Au cours de l'émission, elle appelle les marchands de Dantokpa à occuper les nouveaux marchés puisque Dantokpa n'existera plus, rapporte l'événement précis. Les nouvelles infrastructures comportent des places plus confortables avec des capacités d'accueil doublées, des espaces de vente bien aménagés, des garderies, des infirmeries, des salles de réunion, des toilettes, une zone technique pour gérer les déchets, des parkings et d'autres commodités, indique la nouvelle patronne des marchés en citant le pôle commercial du Stade de l'Amitié et le pôle l'agroalimentaire du Grand Nokoué en construction. Au mois de juillet et d'août, un bon nombre de marchés urbains ouvriront leurs portes à travers le pays, rappelle l'événement précis. Mise en œuvre du communiqué conjoint ANAT, port autonome de Cotonou, sujet du cadre de dialogue, un moratoire accordé aux retardataires. Les acteurs du secteur transport portuaire béninois sont visiblement sur la bonne voie quant aux réformes mises en place par l'ANAT. Le dialogue a d'ailleurs donné lieu à une prolongation de délai
pour permettre aux transporteurs de faire les formalités afin d'intégrer le système de gestion du fret, constate Info Matin. 30 septembre 2024, dernier délai pour les retardataires, précise Fraternité. Les formalités d'enrôlement continueront donc à se faire au niveau des différents centres avec à la manœuvre la CCI Bénin, poursuit le quotidien. Initialement fixée au 15 juin 2024, la date limite pour l'obtention de la carte de transporteur a été reportée au 30 septembre 2024. Cette prolongation vise à permettre à un plus grand nombre de transporteurs de se formaliser. Passé ce délai, les dispositions de la note circulaire du 14 mars 2024 seront strictement appliquées, avertit l'autre vision. À partir du 1er octobre 2024 donc, tout camionneur ne détenant pas la carte de transporteur se verra refuser l'entrée au port autonome de Cotonou pour ses opérations commerciales, ajoute le journal. Au Burkina Faso, la folle semaine débutée par un banal incident de tir accouche d'une petite souris. Le président Ibrahim Traoré est clinquant comme neuf. Les blessés de cet incident ont quitté l'hosto et certains activistes, toute honte bue, ravalent leur fiel, en tout cas sous réserve que leurs preuves soient administrées au grand jour. Il se peut que certains soient bien sourcés, mais tout le monde n'est pas au même niveau d'information actuellement, affirme aujourd'hui au Faso. Le président de la transition a non seulement dirigé le Conseil des ministres dont Ouakatira publie le compte rendu intégral, mais il s'est aussi rendu à la RTB, Radio-Télévision burkinabé, pour encourager le personnel et remonter son moral à la suite de l'incident de tir à la roquette le 12 juin à proximité de la cour de la télévision, raconte le Faso.net qui publie plusieurs photos du capitaine Traoré, béret rouge, treillis, sourire aux lèvres, sortie médiatique, sortie politique, sortie sécuritaire. Cette réapparition d'Ibrahim Traoré englobait tous ces aspects car il s'agissait de déchirer la toile qui avait scellé son sort, de faire comprendre qu'il demeure toujours le seul maître du bateau burkinabé. Bref, que circuler, il n'y a rien à voir, écrit aujourd'hui au Burkina Faso. Merci à vous, cher Marcel Arossi, pour ce ramassis de l'actu, vu, traité et relayé par les journaux. Place maintenant au débat en plateau, 7 jours au Bénin. Et je démarre avec vous, cher Kamaroudine Arekpa. C'est le tout nouveau joyau du PAG. J'ai nommé le CHIC, le Centre Hospitalier International du Calavi. Les professionnels des médias ont eu droit à une visite guidée des lieux au cours de la semaine. C'était en présence du ministre de la Santé et du porte-parole du gouvernement. Émerveillement, extase se lisait sur les visages. En témoignent les productions audiovisuelles et articles qui ont été publiés dans la semaine. Effectivement, c'est l'un des choux gras des organes de presse au cours de la semaine écoulée, puisque grâce à cette visite guidée et à tout ce qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux en termes d'extraits vidéo de l'intérieur de cet hôpital de renom, qui certainement va quand même desservir toute la sous-région, on peut se frotter les mains. Et se convaincre davantage que le régime en place met quand même les bouchées doubles pour révéler le Bénin, hisser le pays quand même dans tous les domaines, parce que cet hôpital de référence, avec ce qui est annoncé aussi au niveau du recrutement, tous les pôles de spécialité, je pense que comme certains politiques ont commencé à le dire, on n'aura plus besoin nécessairement de faire des évacuations sanitaires. Reste à ce que le personnel se mette en place et qu'on s'en convainque davantage. Mehdi Sagbenko, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement de Patrice Talon a sorti là le grand jeu. Ça fait 436 lits, 18 spécialités et 8 pôles de prise en charge des pathologies les plus complexes. Justement, il faut reconnaître que la construction de cet hôpital est venue en même temps déclasser le CNHU, Centre national hospitalier universitaire, Hubert Koutoukou-Maga, qui est resté jusque-là, avant cet hôpital bien entendu, notre référence nationale. Le CNHU qui est désormais détrôné, vous voulez dire? Voilà, donc détrôné
Donc le CNHU est désormais tombé de son piédestal avec la création du CHIC, entendez, Centre Hospitalier International de Calavi. Parce que lorsqu'on observe la qualité de l'infrastructure, le contenu des bâtiments, les divers compartiments, on conclut immédiatement le niveau de technologie qui est conféré à ce centre et qui déjà même sans être fonctionnel, permet de se dire que c'est un investissement de taille et de grande valeur qui a été consenti pour quand même contribuer davantage à faire face aux enjeux de la santé publique. Parce que il ne sert à rien, comme vient de le dire le confrère, d'être dans un pays où des citoyens se trouvent dans l'obligation de voyager pour parfois parfois pour des pathologies les plus simples. C'est vrai, il y a des cas graves qui sont évacués. Désormais, on peut espérer que la solution est sur place. Que la solution est sur place, puisque naturellement, ça aura à limiter le flux des évacuations fantaisistes, parce que ce qu'il faut aller chercher dehors, on peut déjà dire que c'est désormais chez nous. On aura le temps de creuser Voilà. en profondeur cet aspect de la question. Oui. Mais en attendant, Émeric Joël Lagbé, l'exécutif joint l'acte à la parole. C'est une promesse qui est ainsi tenue. Et c'est le Bénin qui s'en sort grandi dans le Conseil des Nations. Vous savez, d'abord, tous les projets qui sont prévus dans le PHE, au moment où on annonçait ces projets, tout le monde s'inquiétait. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Personne ne pouvait imaginer que l'hôpital va démarrer avant 2025. Je vous dis, personne ne peut imaginer. D'abord, il faut voir l'architecture. Quand on a même quelqu'un disait sur la toile hier que quand on va amener le même malade là, à voir seulement l'architecture, les machines qui sont là, il n'a même pas besoin de prendre de soins pour pouvoir être déjà guéri. Donc, en fait, c'est pour dire que le confort y est. En dehors du confort, si vous suivez également le ministre de la Santé, il y a des machines où qu'on a acheté, l'État a mis les moyens. Des équipements. Des équipements là. On a mis les moyens où rares sont les grands hôpitaux qu'on va trouver en Afrique, qu'on peut y trouver ces équipements-là. Ça veut dire que c'est de l'eau. Et le gouvernement a bien réfléchi pour pouvoir régler un problème sanitaire que nous avons souvent. Ou même pour des opérations, on va à Lomé à côté pour pouvoir aller faire des opérations. On s'est dit, on sort notre pays qu'on ne peut pas normalement comparer avec le Togo à côté. Il est venu régler un problème. On n'a pas besoin aujourd'hui d'aller, on n'a plus besoin d'aller au Maroc, on n'a plus besoin d'aller au Sénégal et autres ailleurs pour pouvoir aller se faire soigner. Et je suis sûr d'une chose, que le président de la République, son gouvernement, c'est des gens qui réfléchissent beaucoup et ils ont commencé déjà à prendre des dispositions par rapport au personnel, par rapport à ceux-là qui doivent travailler. Les gens ont été envoyés même à l'extérieur pour pouvoir être formés par rapport à l'utilisation de ces équipements et par rapport à l'évolution au plan sanitaire et autres. Et si vous voyez, ce n'est pas un truc où on va dire ils ont fait de l'imagination. Non. C'était du concret. Et du concret, sincèrement, il faudrait que ceux-là qui seront affectés là, pour pouvoir faire ce travail, puissent réellement accompagner l'argent de l'État qu'on a mis là pour pouvoir soigner les Béninois. Accompagner, c'est se donner au travail. C'est maintenir l'endroit au propre. C'est la conservation de l'équipement. Et je crois que les dispositions seront prises pour que ça soit réellement un hôpital de référence. Ce n'est pas seulement pour 5 ans, 10 ans, mais pour les générations futures. Pour qu'on dise que, le gouvernement de la rupture, ils ont réellement réformé le secteur sanitaire au Bénin. Et qu'on n'a plus besoin chaque fois de sortir des... Quand on fait le point
de ce que l'État sort pour évacuer les gens. Vous faites le point annuellement, vous allez crier. On va s'intéresser justement à ce pan du sujet. Kamaruddin Arekpa, c'est une infrastructure qui séduit. Des équipements de pointe et de dernière génération, des expertises étrangères sollicitées, des professionnels béninois envoyés en recyclage, plus d'évacuation sanitaire hors du pays très très bientôt. Ah oui. Sans quoi le jeu n'en vaudrait même pas la chandelle. Parce qu'avec de telles infrastructures, de tels équipements, pour certains déjà acquis, pour d'autres en commande, en cours donc de livraison. Et j'aimerais aussi attirer notre attention sur le fait que de tout temps, on nous a dit, et c'est prouvé par ceux qui font un tour dans l'Hexagone et les pays environnants, on nous a toujours dit que les médecins les plus réputés en France sont d'origine béninoise. Et je pense que l'un des refrains qui tourne en boucle chez ceux-là, c'est de dire souvent, oui, c'est l'État qui nous a envoyés, on a été formés là-bas, mais si nous revenons ici dans notre pays, il n'y a même pas les infrastructures disponibles, il n'y a pas les conditions de travail pour que nous puissions exercer, d'où nous préférons rester et exercer à l'étranger. Je ne vous coupe pas, oui. Il paraît qu'il y aurait même plus de médecins béninois en France qu'au Bénin même. Voilà, justement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec aussi quand même ce que nous savons de ce que le chef de l'État a l'habitude quand même de valoriser l'expertise, les expertises, même quand c'est étranger. Et quand on sait tout ça, on pourrait donc se dire que aujourd'hui, quand même, le Bénin a de quoi attirer ses propres enfants qui préfèrent exercer dans le domaine de la médecine ailleurs, pas sous prétexte, pour la triste raison que les conditions de travail ne sont pas réunies ici chez nous. Donc aujourd'hui, je pense que tout ça, ça va être bientôt derrière nous. L'hôpital, son fonctionnement, en tout cas son ouverture au public est annoncée pour novembre. Donc je pense que si tout va bien, quand même d'ici la fin de cette année 2024, on pourrait quand même cesser avec les coûts exorbitants et toutes les polémiques aussi qui sont liées souvent à ces opérations, à ces procédures d'évacuation sanitaire. Et on pourra finir avec tout ça et ça va être d'une part des ressources qui sont sauvegardées dans les caisses de l'État et qui pourront être affectées à d'autres charges, on va ainsi dire. Mais dit ça, encore, le chic du chic, c'est que d'autres patients, d'autres nationalités pourront désormais venir se faire soigner également au Bénin. Bien sûr, parce que du moment où il s'agit d'un hôpital de classe internationale, ce sera tout à fait normal que des patients d'autres pays, voire d'autres continents, cherchent à venir se faire soigner, se faire traiter ici, du moment où ils sont convaincus, ou du moment où ils seront davantage convaincus de la qualité du travail et également de la nature très efficace de l'outil, autrement dit de la technologie. Donc ce qui fera davantage la force de cet hôpital. Donc, autrement dit, avec la construction du CHIC, tout en contribuant à régler le problème des évacuations sanitaires, c'est-à-dire des nationaux qui vont au dehors, c'est que désormais des étrangers également pourront venir. Donc ça permettra de mieux sécuriser nos sorties et de gagner également avec des entrées. C'est beaucoup plus l'intérêt qu'il faut percevoir à travers ce projet. C'est déjà concrétisé. Voilà, ce projet qui est désormais concrétisé, qui donc devenu réalité tangible, qui n'attend que l'inauguration officielle. Et déjà en prélude à cette inauguration, on constate même que la voie qui y mène est même en pleine reconstruction également. C'est tout un chantier. Donc là, c'est un point qu'il faut faire observer, qu'il faut saluer, parce que dès que cet hôpital va démarrer, c'est que la voie sera vraiment très, très empruntée.
Donc c'est bien juste, c'est bien vu de déjà commencer par tracer le chemin. Et à un certain moment, je me suis posé même la question de savoir, est-ce que ce n'est pas de la logique de bien régler le problème de l'accès que l'inauguration est programmée pour le dernier trimestre de l'année, le dernier trimestre de l'année. Puisque aujourd'hui, tout est prêt, mais on ne pourra pas inaugurer, de mon point de vue, parce qu'il faut régler d'abord l'accessibilité. Or, la voie d'accès est en plein chantier. On voit vraiment des manœuvres très occupées avec des pelles métalliques tous les jours. Donc, on sent que c'est encore vraiment des grands travaux qui sont en pleine exécution à ce niveau. Cela dit, il faut également préciser que avant même qu'on ne voit le volet évacuation, le premier problème que règle tout de suite ce centre de santé est d'abord la création des emplois. Plus de 1000 emplois. D'abord ça, voilà. Donc, toutes catégories confondues. Donc, nos frères, nos sœurs, nos camarades de promotion, tout le monde, nos amis de quartier qui ont eu à faire des études dans les diverses filières de la santé ont encore une occasion d'espérer. Pas que, même dans le domaine administratif secrétariat, bureautique. Voilà. Bon, même les filières d'entretien, et même d'administration hospitalière, universitaire, intendance, tout ça. Donc, c'est une grande opportunité, c'est une très vaste opportunité d'emploi qui vient de se présenter à la jeunesse et également aux experts, puisque même les experts seront sollicités selon le profil des expériences. Donc, d'abord, il y a ce point positif qu'il faut faire observer, qu'il faut noter au niveau de cet hôpital avant de voir le volet évacuation sanitaire. Et puis, l'autre aspect que je voudrais aborder, c'est de souligner que avec l'envergure de cette infrastructure, on peut déjà pressentir que la création de CHIC aura à peser dans la balance du bilan. Dans la balance du bilan, ça aura, puisque en réalité, c'est pareil, puisque quoi? Si, quand même, on a pu obtenir un hôpital du genre pour le pays, alors que CNHU est resté tout le temps la vieille marmite. Le CNHU a connu aussi un toilettage, du point de vue de l'acquisition des équipements, de la modernisation. Bien sûr. Ça ne veut pas dire que CNHU est devenu rien. Non, CNHU a toujours sa place, surtout qu'il y a eu des réformes. Le ministre de la Santé l'a martelé d'ailleurs. Voilà, surtout qu'il y a eu des réformes, même avec l'annexion de l'hôpital militaire, tout ça, les agrandissements, les renforcements de matériel et autres. Donc CNHU a sa place. Mais ce qui est venu aujourd'hui est au-delà du CNHU. C'est au-delà du CNHU. Donc, CNHU aura toujours sa place et va toujours continuer par fonctionner. Et l'hôpital international également est là. Maintenant, il faut pas qu'on perde de vue que l'hôpital CHIC est en face de l'hôpital de zone Dabo Mekalavi. Donc, c'est un hôpital qui fait face à un autre hôpital. Mais ce n'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Donc, comment est-ce qu'à un certain moment, est-ce que des patients de certaines maladies seront réorientés? Donc, ce qui est sur le CHIC, c'est un hôpital de référence. C'est pour les cas extrêmes. Voilà. Bon. Émeric Joël Alagbé, hôpital à vocation internationale. Vous savez, j'ai voulu rectifier quelque chose par rapport, en suivant le ministre de la Santé, c'est-à-dire l'hôpital, le CHIC n'est pas venu pour pouvoir terrasser ceux que nous avons. Faites un tour aujourd'hui, je prends par exemple le CHDO, le centre hospitalier départemental de Lomé. Quand vous allez là, vous allez crier. Il y a de nouveaux bâtiments, il y a l'équipement, il y a tout. CNHU aussi, quand vous allez là-bas, ils sont en train de tout renouveler, par rapport aux équipements et autres. Nous avons des scanners un peu à Porte-Novo, à Parakou et autres, chez les militaires aussi. Hier, le jeudi dernier, même au Parlement, le ministre de la Santé était là pour pouvoir faire le point quand les députés ont posé des questions par rapport à l'hôpital militaire de Parakou, qui se laisse abandonner. Ils dit non. Quand ils ont fait le point, on a dit bon, en réalité, ce que le gouvernement est en train de mettre au niveau de la santé, c'est énorme.
Ce n'est pas que le chic est venu pour qu'on puisse oublier les autres, mais c'est pour régler un certain nombre de problèmes. Tout à l'heure, par rapport à l'assainissement, vous aurez constaté que le gouvernement en place, quand il y a une infrastructure d'envergure, ils essaient toujours de régler le problème d'assainissement. Ils essaient toujours, ce n'est même pas ça la seule. Quand moi j'ai déjà vu, on annonçait le projet contournement Cotonou pour pouvoir aller à Calavi pour ne pas passer à cause de l'embouteillage et autres. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est pour la Glodjigbe qu'on veut faire ça et autres? Alors qu'il y avait ce projet, ce grand projet-là. En dehors de ça, il y a le logement social et autres, tout ça, beaucoup d'autres projets. Donc, le marché de Gros et tout ça. Donc, ils anticipent. C'est-à-dire, quand on parle de réformateur, celui qui est réformateur, c'est normal qu'il voit loin. Qu'il soit futuriste. Qu'il soit futuriste par rapport à tout ce qui se passe. Et vous allez voir, ce n'est pas seulement... Ça ne vient pas régler un problème sanitaire, ça vient régler beaucoup d'autres problèmes. Quand je prends par exemple ceux-là qui vont quitter l'extérieur, qui vont amener peut-être un malade, le malade est là, mais ils vont choisir les hôtels à côté, ça va développer aussi le tourisme. Ils vont se restaurer. Ils vont se restaurer, ils vont se déplacer et tout ça. Donc, ça permet à ceux qui sont au niveau de cet environnement de gagner plus. Le problème d'emploi. Moi, je voudrais, en dehors de ce que le ministre a dit, je voudrais qu'il puisse voir comment faire un répertoire des nôtres qui sont à l'extérieur et qu'on aille les démarcher. Parce que l'autre problème qui se pose, j'ai un ami qui est en France. Il a dit, bon, j'ai discuté avec lui, il est prêt pour venir travailler. Mais ce qu'il gagne là-bas, même s'il ne gagne pas la totalité au Bénin, là-bas, il y a les impôts, tout ça, là, ça ne revient. C'est-à-dire, quand il fait le point, c'est pratiquement la moitié qu'il paye avec la location et tout ça. Mais quand il est chez lui, il gagne moins que ça. Mais il fait le point, il voit que il va courir pour pouvoir revenir chez lui. Et tel que je connais le président Patrice Talon, il est quelqu'un, il est soucieux. Quand tu travailles, il te met dans de bonnes conditions pour que tu travailles, pour que tu ne regardes pas à côté, pour que tu ne voles pas. Parce qu'il va t'éviter d'aller à la corruption. Et je suis sûr pour ceux-là qui vont faire ramener, ils vont revoir les salaires et tout ça, pour pouvoir les mettre à l'aise. L'autre chose... Très rapidement, pour finir avec le sujet. Oui, je voudrais... je ne sais pas, je n'ai pas visité. Si on peut mettre réellement assez de caméras, je dis bien assez de caméras, pour pouvoir sécuriser les lieux, et qu'on suit tout de près, je vous assure qu'on va garder la propriété, on va garder les équipements et autres. Parce que, en toute chose, il y a d'autres qui veulent toujours saboter. On voit ce qui est vrai, ce qui est bon, mais au lieu d'apprécier, comme c'est lui qui a fait... Au regard des moyens injectés, c'est sûr qu'il y aura ce suivi. Voilà. Mais tu sais encore 30 secondes vraiment pour aborder le sujet. C'est pour attirer l'attention sur le défi de la maintenance des équipements. Parce qu'une chose est d'acquérir des équipements de dernière génération, mais une autre chose, c'est de réussir vraiment à assurer la maintenance pour que ces équipements puissent vraiment être tout fonctionnels dans le temps. Quand on connaît la rigueur, le suivi de l'actuel exécutif, c'est sûr que c'est prévu. Donc on l'espère bien pour que dans l'avenir, ces équipements soient toujours quand même là, dans l'intérêt du peuple. Alors toujours au chapitre du PAG, le marché de Kadjehoun, version Talon, je vais parler du marché reconstruit, a été inauguré l'autre week-end. Les autres marchés le seront aussi progressivement. Je parle de la série de nouveaux marchés construits un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. L'heure de fermeture était initialement fixée à 19h par la directrice générale de l'ANAGEM, l'Agence nationale de gestion des marchés, mais suite aux doléances des bonnes dames, les nouveaux horaires définis sont désormais, en ce qui concerne l'ouverture et la fermeture de ces marchés, de 8h à 21h du lundi au vendredi et les samedis, et puis de 8h à 20h les dimanches et jours fériés. Kamaroudine Aripa. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que personnellement, j'ai été un peu étonné d'apprendre lors d'un élément tourné par, je ne la citerai pas, mais
Une consoeur? Une consoeur, voilà, de voir les femmes, les bonnes dames supplier le chef de l'État de revoir cette l'heure de fermeture qui était à 19h. Bon, je me suis demandé tout de suite, mais pourquoi? Et est-ce à dire que, parce que là maintenant c'est le premier marché moderne qui est lancé, qui est fonctionnel, il y en a plein d'autres qui viendront, est-ce à dire que ce serait pareil pour tous les marchés modernes ou c'est compte tenu, je ne sais pas, de la particularité de la zone là, Kadiaoun, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a un personnel d'entretien du marché et le contrat qui est fait avec eux fait en sorte qu'il faut que les bonnes dames puissent évacuer à temps. Je me suis posé plein de questions, mais en attendant d'avoir les réponses à toutes ces questions, j'ai été agréablement surpris quand même d'apprendre que les heures ont été rallongées, parce qu'il y a une chose importante qui est que les marchés étant modernes, étant plus spacieux, plus intéressants à voir que ce qu'il y avait, c'est normal que les coûts de ces lieux de vente-là soient plus élevés. Et ces dames qui ont certainement dû contracter des prêts, des trucs, ont quand même le souci de pouvoir rentabiliser leurs activités, de pouvoir se libérer de ces dettes-là. Et il était donc de bon ton qu'on puisse quand même voir comment leur faciliter un peu la tâche. Et je pense que pour ce qui est de ces horaires-ci maintenant, c'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable parce que souvent, quand nous prenons les marchés qu'il y a aujourd'hui dans les autres quartiers, ne serait-ce que de Cotonou, on sait quand même que déjà à 21h, vers les 21h, 22h maximum, il n'y a plus personne. Donc, je pense que c'est mieux ce qui est en train d'être mis en place et que cela soit pris en compte par rapport aux autres marchés modernes qui seront inaugurés d'ici là, pour qu'on ne reprenne pas encore le même scénario à ces divers lieux. Mehdi Sagbenko, comme quoi le gouvernement est à l'écoute des populations? Oui. La correction ou bien la relecture des heures, des horaires, oui, bon, la relecture des horaires est vraiment une preuve de ce que le gouvernement est à l'écoute des femmes dont les doléances ont été prises en compte. Puisque c'était quand même trop juste qu'on dise qu'au niveau d'un marché, qu'il faut fermer à 19h. Là, ça paraissait beaucoup plus comme un emploi du temps purement scolaire ou pratiquement académique. Or, ici, c'est d'un centre commercial qu'il s'agit, où on est dans un pays où il y a quand même des gens qui sont habitués à aller beaucoup plus au marché après être rentrés de leur travail. Le temps, c'est peut-être à 19h qu'ils doivent quitter la maison, aller au marché et revenir vers 20h30. Donc, si on limitait à 19h, il y avait vraiment des risques que des femmes ou bien des occupants perdent des clients. Or, elles ont besoin, quand même, les femmes ont besoin de ressources pour honorer de leurs engagements, aussi bien envers le bailleur que pour leur autonomisation. Donc, maintenant que c'est allé, ces heures ont été corrigées, ont été relus, ont été revisités, et on est passé à 21h. Comme vient de le dire le confrère, c'est beaucoup plus raisonnable, parce que, après tout, dans les marchés, c'est des femmes, donc qu'on autorise les femmes aussi à aller au-delà de 21h, ce n'est pas quand même aussi, c'est pas trop bien, parce que les ménages... Pour la préservation de leur foyer. De leur foyer d'abord. Donc, déjà à 21h, à 21h, rentrez tous chez vous pour aller vous occuper de vos enfants, de vos maris. Là, et puis, qu'on les laisse également là, après 21h, c'est même une menace pour leur sécurité. Merci. Ça permettra à ceux qui... Voilà. Par rapport aux horaires, moi, même si on n'augmentait pas le temps, moi, ça ne me gênerait pas. Parce que quand vous voyez même le Grand Nigeria, à côté. Nous avons des gens qui vont au Nigeria acheter. À 18h, on ferme le marché. Pour des raisons sécuritaires. L'autre chose, c'est que nos marchés sont modernes. Et après le départ des gens, l'équipe qui est chargée d'entretien doit le nettoyer, mettre au propre. Quand ils vont venir le lendemain, ils verront que tout est encore au propre. C'est ce qui a été programmé. Et c'est ce qui se fait maintenant, à les vérifier. Donc,
La bonne dame qui est venue au marché depuis le matin, elle va rester là. Et il faut que, quand à une heure donnée, qu'elle puisse rentrer à la maison pour s'occuper des enfants. Les enfants qui sont partis à l'école, bon, il y a d'autres enfants, même à 21h, elles vont quitter, la bonne dame va quitter là à 21h, rentrer à la maison à quelle heure? Disons même 22h, 22h30. L'enfant doit aller à l'école le lendemain. Elle dit, elle n'a même pas la chance de voir l'enfant en éveil. Doit même son enfant en éveil. L'enfant doit vite dormir pour pouvoir se réveiller tôt. Donc, il y a beaucoup de ces trucs que les gens ont regardé avant de fixer. Maintenant, quand est-ce qu'elle va préparer aussi pour son mari ou les enfants à la maison? C'est pourquoi les domestiques sont attachés à leur business. Non, c'est souvent ça qui amène d'autres maris à prendre une seconde femme. Je ne sais pas si vous voyez. Si la femme se dit c'est business, au moment où tu ne dois pas jouer ton rôle. Donc il y a tout ça, le côté social. Vous voyez, le jour là, il y avait Madame le ministre des Affaires sociales qui était aussi de l'autre côté. Ça la concerne. Ce n'est pas seulement l'autre du commerce, de l'industrie et autres. Donc, une fois que c'est déjà réglé, on voit que le gouvernement est à l'écoute de la population. Et aujourd'hui, nous pouvons dire et réaffirmer que depuis 1960 jusqu'à ce jour, on voit maintenant qui aime les femmes. Qui peut apprécier les femmes en disant qu'elles sont belles. Qui peut dire qu'il adore les femmes parce qu'il faut les mettre dans de bonnes conditions. Et on nous annonce encore pour le mois de juillet, courant juillet, deux autres lancements de marché. Vous pensez que ceux dont, par exemple, Porto-Novo, Paraco, la Locosa, là, on a construit le marché, ils sont aussi pressés. Ils sont aussi pressés qu'on vienne finir, alors que les marchés sont déjà finis, mais c'est l'équipement. Ils ont commandé les trucs qui viennent, ils sont en train de faire les essayages pour que ça soit au normes. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour inviter les autres communes, les autres localités, les autres marchés qu'on n'a pas encore inaugurés, qui prennent la patience ça va être fait. Que cela va être fait, parce qu'avec le gouvernement de la rupture, tout est programmation pour pouvoir leur mettre dans de bonnes conditions, enfin pour que nous-mêmes, qui devons nous déplacer pour aller dans les marchés, vous voyez maintenant, nous avons le parking, là où il faut garer, nous avons... On vous aura compris, Mehdi Sagwenko, on reste toujours au marché. Là, on atterrit à Dantokpa, qui sera bientôt définitivement conjugué au passé. Après plus d'un siècle d'existence, le pôle commercial du Stade de l'Amitié est en construction pour reloger certains commerçants. L'espace disponible n'est pas négligeable, a rassuré Eunice Loisel-Kinifor, la directrice générale de l'ANAGEM, l'Agence nationale de gestion des marchés. Alors, ils seront commercialisés, les pailles, bijoux, sacs, chaussures et produits cosmétiques notamment. De l'autre côté, la vente des produits agroalimentaires sera transférée au niveau du marché de gros, le pôle agroalimentaire du Grand Okwe, à Bomé-Calavi. Et le reste des commerçantes, des vendeuses sont appelées à aller s'inscrire au niveau de l'ANAGEM pour être relogées au sein des nouveaux marchés construits. Justement, mais... Et sur la question de la délocalisation du marché de Dantokpa, moi je me pose, j'ai une préoccupation sur laquelle je m'interroge. Est-ce que ces divers centres commerciaux, ces divers marchés qui sont prévus pour recevoir les anciens occupants de Dantokpa, marché de gros, Stade de l'Amitié, pourront vraiment contenir tout le monde. Et les nouveaux marchés. Et les nouveaux voilà, puisque Dantokpa est bien vaste. Dantokpa est bien vaste et bon, c'est également tout un pôle commercial et même bon, c'est une plaque tournante du commerce intérieur et du commerce extérieur. Même des étrangers y viennent. Maintenant, si pour des raisons de construction d'infrastructures, le gouvernement décide à en arriver là, c'est-à-dire de déplacer Dantokpa, la finalité quand même, c'est que les anciens occupants puissent être relogés de façon convenable et que cela ne porte pas assez de préjudice aux propriétaires des boutiques, c'est-à-dire les occupants, les bonnes dames, qui ne ressentiraient pas cela vraiment comme une façon de paralyser leurs activités. Si les réflexions ont pu explorer toutes ces dimensions et que l'après, c'est-à-dire l'après est bien géré, là, bon, pour le reste, l'opinion pourra apprécier
Voilà. Kamaroudine Arikpa. Oui, dans Tokpa, vous savez, le marché, c'est tout un symbole. C'est en matière de tourisme, ne serait-ce qu'à Cotonou, dans Tokpa, le marché en lui seul était tout un symbole. Et bon, la société qui s'occupait de la gestion de ce marché, ayant déjà cédé place à une nouvelle société, on ne parle plus de Sogema, on parle maintenant d'Anagem. Bon, c'est sûr que dans le marché même, ça va se faire, puisque les marchés modernes sont quasi prêts. Et le marché de gros, avant même que les images des marchés modernes ne soient dévoilées, le marché de gros, quand vous allez à Glo, justement, enfin, je pense que c'est bien à Glo, sur le chemin entre Calavia et Glo, vous voyez le marché, vous voyez quand même ce qui est en train d'être mis en place là-bas. Et bon, avec la galerie marchande qui sera mise en place aussi au stade de l'Amitié. L'inquiétude reste et demeure, c'est comme l'a dit le collègue, est-ce que tout le monde pourra véritablement... Emery Joël Alagoué. Bon, moi, par rapport au délogement du marché d'Antokpa, où les gens en parlent aujourd'hui, normalement, ce n'est plus une question d'actualité. Le chef d'État avait déjà annoncé ça depuis. Ceux qui sont dans le marché savent qu'ils doivent quitter. Et ils savent déjà où ils doivent aller désormais. Aujourd'hui, quand vous faites un tour à Cotonou, au stade, tout autour du stade, on a ce qui a été construit, ce qui est en construction là. Je me demande si tout le monde peut occuper, si on peut occuper, pour pouvoir accueillir les boutiques de pain, bijoux, sacs, chaussures, en fait, les trucs, les montres, tout ça. Mais vraiment, qui ne va pas trouver sa place là? Ils sont combien au marché d'Antokpa qui vendent ces trucs-là? On va prendre encore d'autres personnes. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire le truc. Vous avez déjà recensé ceux qui sont dans le marché. Donc, priorité serait d'abord donnée à ceux-là. Et le reste, maintenant, ils vont compléter avec les nouveaux qui vont vouloir prendre de place. Et merci à vous. Nous sommes tenus par le temps. On quitte Cotonou pour Paris avec escale à Dakar. C'est dans la rubrique Interactif. Mehdi Sagwenko du MiFi à Paris, il a eu l'occasion de rencontrer son homologue français, Emmanuel Macron. C'est en marge du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale sur invitation de l'Alliance pour le vaccin et l'Union africaine. Alors, quand on connaît la fibre panafricaniste de l'actuel pouvoir sénégalais, on s'imagine bien ce qui a pu être dit entre les deux hommes. Bon. Il fallait quand même s'attendre à une rencontre entre le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue français, Emmanuel Macron. Son premier voyage hors du continent africain? Bon, parce que entre la France et le Sénégal, c'est toute une histoire. Donc c'est une amitié de très longue, de très vieille date, puisque le Sénégal est une colonie de la France. La première colonie française en Afrique. Donc, et la France donc en position de métropole, malgré quand même toute la fibre panafricaniste, il est quand même normal que des rencontres soient faites pour discuter des modalités de coopération, surtout que c'est un nouveau régime qui est en place. Il y aura toujours des questions sur lesquelles, quelles que soient les orientations politiques, stratégiques, il y aura toujours des questions sur lesquelles des puissances étrangères pourront être utiles et pourront accompagner des partenariats dans des domaines donnés. Donc c'est justement c'est pour cette raison qu'il faut trouver que cette rencontre était quand même utile et il fallait s'attendre à ça. Ce serait illusoire quand même de se dire que, puisque le Sénégal est dans un combat panafricaniste, donc il faut désormais, le point est coupé. Le Sénégal qui opte pour un changement radical du paradigme, que désormais le point, non, ça ne peut pas se passer ainsi, puisque après tout, on est à l'aide de la mondialisation où
les pays peuvent peuvent se donner la main, collaborer, coopérer pour relever les défis du développement. Donc, et là, puisque c'est une question de plusieurs secteurs, la France également pourra également être utile au Sénégal dans des domaines donnés. C'est le moment pour les deux chefs d'État d'en discuter. Et Voilà. Kamaroudine Arikpa, le communiqué conjoint publié sur le site de l'Élysée, évoque désormais un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples. Oui, c'est la moindre, c'est le moindre mal, hein, qu'on puisse quand même souhaiter, qu'on puisse espérer par rapport à cette relation séculaire de vieille date qu'il y a quand même entre la France et le Sénégal et qui sera donc difficile de rompre malgré tout ce qu'il y a eu ces dernières années au Sénégal comme fibre, comme défoulement de fibres, disons-le comme ça, anti-français. Et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui est en réalité le chantre du régime en place, aura beau être acerbe dans ses discours, aura beau satisfaire l'électorat, la jeunesse, cette jeunesse africaine aujourd'hui qui est vent debout contre le système néocolonial français, il n'en demeure pas moins réaliste que le président, lui, par contre, puisse quand même savoir arrondir les choses et savoir être quand même un peu attentif, un peu collaboratif pour que quand même tous les deux camps soient satisfaits. Le Sénégal aujourd'hui, au-delà même de cette rencontre avec la France, au-delà de cette rencontre avec la France, le Sénégal est avec le président français, je veux dire, entre les deux présidents, le Sénégal aujourd'hui, il faut voir, est dans une position, est-ce que c'est mi-figue, mi-raisin? Mais en même temps, vous avez les pays qui sont en conflit avec la CEDEAO, l'AES. Diomaye Faye est dans une position d'équilibriste. Merci, c'est le mot. Il est dans une position d'équilibriste qui, pour moi, est quand même comme un couteau à double tranchant. C'est-à-dire ce régime-là en place, le duo Sonko et Faye, devra savoir vraiment jouer à l'équilibrisme-là parce que soit ils vont finir par décevoir ceux qui espèrent une rupture brusque, soit ils vont finir par décevoir les néocolonialistes, si on peut dire ainsi. Émeric Joël Alagoué. Vous savez, les élections sont terminées et place au développement. Et tout ce qui s'était passé doit être conjugué au passé. Et quand on se retrouve dans la peau d'homme d'État, on doit oublier tout et revoir les relations qu'ils avaient avec la France. J'étais même étonné depuis qu'il n'avait pas encore fait le déplacement. Quand il a commencé ses visites dans les pays africains, je savais qu'il allait sa première sortie devait être la France. Parce que le lien qui existe entre le Sénégal et la France, nous ne pouvons même pas dire. Et le soutien de la France par rapport à leur pays, il ne peut pas ne pas consolider cette relation, cette collaboration. Parce que, qu'on le veuille ou non, les partenaires que nous avons au développement au niveau de l'Afrique, et surtout les pays qui ont été colonisés, la France joue un rôle capital et primordial. Ceux qui crient et autres nous ont déjà apporté quoi? Chacun apporte ce qu'il peut et c'est dans des domaines précis. Merci à vous. Dernier virage de l'émission, les potins de la toile. Dernier tour de table donc en abordant les potins de la toile en deuil cette semaine. Le professeur Euseb Ali Khonou a tiré sa révérence. Il n'est plus, c'est une immense perte pour le Bénin. A rappelé qu'il a été le doyen et l'un des pères fondateurs de la FSS, la faculté des sciences de la santé. Il a formé plusieurs générations de médecins béninois. Il a été le tout premier chef-service de la clinique universitaire de gynécologie obstétrique, CUGO, du CNHU. Émeric Joël Alagoué. Vraiment, paix à son âme, paix à l'âme de l'Ulysse disparu. J'aurais bien voulu qu'il soit en vie pour pouvoir
être à l'inauguration Du chic. Mais c'est dommage. Mais je voudrais d'abord profiter pour souhaiter mes condoléances à sa famille biologique et tout ça. Et l'autre chose, je connais le Bénin. Le Bénin sait rendre hommage et peut-être que quelque chose serait destiné en son nom pour pouvoir gratifier, l'immortaliser et autres. Je manque de mots pour pouvoir aller parce que il faudrait qu'on ait d'autres personnes comme lui, qui aiment son métier, qui aiment son travail et autres. Mais que Dieu, le Père Céleste, l'accueille. C'est un sachant, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Il est auteur de nombreux ouvrages. Il a beaucoup œuvré également à Kpaou, dans la commune de Ouida, pour la santé communautaire. Oui, c'est dire que le Bénin a perdu un monument dans le domaine de la santé et au regard de toutes les actions menées par l'homme de son vivant, c'est qu'il faut réfléchir dans le sens de son immortalisation. C'est l'idéal à souhaiter. Et puis de dire que c'est comme si cette année 2024 est comme une année de disparition de nos têtes pensantes. Dans le domaine des médias, on avait eu le doyen Jérôme Carlos. Dans le secteur de l'éducation, professeur Ontonji. Dans le domaine de la santé, Joseph Alihonou. Donc nous disons paix, des baobabs vraiment. Donc paix aux âmes de nos illustres disparus, tout en rappelant l'adage qui dit aux grands hommes, la nation reconnaissante. Voilà. Kamaroudine n'arrive pas. Oui, quand ces grands hommes-là finissent par casser la pipe, c'est toujours douloureux, puisque ils ont eu quand même à faire beaucoup de choses pour le pays, et je pense que leurs œuvres vont continuer à parler pour eux. Moi, j'ai juste une pensée pour certainement une de ces nièces qui est au service pédiatrie du CNHU, docteur Alihonou. Bon, donc, comme quoi la relève est assurée. C'est une manière de dire que nous devons rester positifs et que comme ce n'est plus tout à fait comme Amadou Ampaté Bal avait dit, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Aujourd'hui, quand même, avec la numérisation... Il y a encore des livres dans la bibliothèque. Merci. Avec la numérisation, avec le modernisme, voilà, la bibliothèque ne brûle plus entièrement. C'est pas le ministre Benjamin Moupatine qui dira le contraire. Merci à vous, chers confrères. Ce sera tout pour le décryptage de l'actualité de cette semaine. Je le rappelle, j'ai reçu Émeric Joël Alagbé, directeur de publication du quotidien L'Emblème du jour. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Din Kamaroudine Arekpa, voilà, directeur de publication du quotidien Le Révélateur du jour. Merci. C'était un plaisir. Mehdi Sagbenko, journaliste, chroniqueur politique, merci à vous. Merci, chers confrères, pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. À très vite.